Bonjour, Frédéric Herpère. Donc, je suis chargé de mission, chargé d'affaires du moins chez Stratégie Mer et Littoral. J'ai tout d'abord travaillé dans l'administration et notamment au CHOM et puis au secrétariat général de la mer où j'ai traité de problématiques politique maritime intégrée, planification des espaces maritimes. Et maintenant, je travaille pour Stratégie Mer et Littoral et j'appuie notamment les collectivités mais aussi la Commission européenne. Nous venons de mener avec vous d'ailleurs la réalisation d'une journée, d'un atelier le 2 février dernier sur Paris Énergie Hydrolienne. Et un des thèmes les plus importants qui a été bien évidemment réclamé, c'était la planification des espaces maritimes. Nous sommes aujourd'hui au salon Synergie, au Havre. Est-ce que vous pourriez nous dire, non pas en un mois s'il y a eu des évolutions, mais un peu raconter, nous dire aujourd'hui où en sont au niveau européen et français toute cette démarche qui devrait être mise en place? Alors la planification des espaces maritimes répond en premier lieu à soutenir l'économie bleue, c'est-à-dire promouvoir tous les secteurs d'activité de la mer. Alors ça s'inscrit dans une logique qui est déjà sous-tendue depuis un certain temps, depuis 2004-2005 par la Commission européenne, le livre vert, le livre bleu, puis après à travers le Grenelle de la mer au niveau national. Tout ça a induit que pour pouvoir soutenir les activités, il était nécessaire de passer par une planification, non pas forcément des espaces maritimes, mais une planification stratégique des espaces maritimes. Le but étant de soutenir et définir des zones qui soient favorables à tel ou tel type d'activité dans le cadre de politiques nationales, européennes, mais aussi de projets de territoire. Est-ce que cette planification permet aussi aux industriels de pouvoir, sur le long terme, avoir un calendrier, Tout à fait, par exemple? Tout à fait. La planification des espaces maritimes a vocation à donner une visibilité sur, par exemple, sur les énergies marines renouvelables, sur la puissance qui pourrait être allouée sur telle ou telle zone. C'est d'ailleurs à travers la planification des espaces maritimes que l'État français a initié les grands appels d'offres sur l'éolien offshore, par l'identification de zones propices sur lesquelles il a pu ensuite lancer des appels d'offres, mais aussi des appels à manifestation d'intérêt sur l'éolien flottant ou sur l'hydrolien. Quand on parle de planification maritime, bien évidemment, on parle d'exigences réglementaires. Alors, oui, des exigences réglementaires, mais c'est tout en premier lieu la déclinaison, je dirais, d'ambition nationale, d'ambition que l'on veut définir à l'échelle de la façade maritime. Alors, bien évidemment, le volet réglementaire se traduira par l'établissement du document stratégique de façade qui va hériter de la récente stratégie nationale pour la mer et le littoral qui vient d'être adoptée par le gouvernement en décret au mois de janvier-février dernier, qui doit faire ensuite une déclinaison à l'échelle des 4 façades ou 3 façades qui sont Manchester, l'Atlantique et la Méditerranée, mais aussi sur nos outre-mer à travers des bassins maritimes ultramarins. Quel est le lien avec les énergies renouvelables de la mer, que ce soit l'éolien, l'hydrolien, voire d'autres technologies comme le moteur à terre ou le TM? Alors le lien est assez simple au sens où on vient à travers cette démarche de planification identifier le potentiel technique exploitable pour ces technologies, du moins on peut l'induire, voir la viabilité économique, ensuite avoir, comme son nom l'indique, une dimension spatiale, donc une spatialisation de ces objectifs, la définition de zones favorables qui pourront ensuite rentrer dans un processus de choix de lauréats sur ces technologies. Alors bien évidemment, ça incite à ne pas forcément prendre toutes les solutions pour la solution technologique la plus mature disponible pour l'instant, mais aussi avoir une vision un peu plus stratégique sur l'avant en évitant de préempter des zones au profit de telle ou telle technologie qui serait peut-être plus bénéfique à très court terme, mais qui pourrait être d'un intérêt moindre sur le long terme par rapport à d'autres technologies dont le coût actuellement ne permet pas d'apporter la solution. Est-ce que les fermes pilotes éoliennes flottantes ou hydroliennes font également partie, bien que ce soit des plateformes de recherche, est-ce qu'elles font également partie d'une planification? Inévitablement, la planification couvre l'ensemble des activités. On est sur une occupation
permanente à travers des concessions de l'espace du domaine public maritime. Donc inévitablement, la planification doit intégrer et intègre ces différents choix de MR. Et d'ailleurs, on ne parle pas que de l'éolien, mais on parle bien des énergies marines renouvelables qui recouvrent l'ensemble des technologies qui sont disponibles au niveau industriel. Est-ce que ça comprend également l'intégration des activités en mer, que ce soit la défense, que ce soit la pêche, la plaisance? Bien, je dirais, on n'a pas forcément une très bonne connaissance des activités, je dirais, entre guillemets, historiques. Néanmoins, il est nécessaire de bien les connaître pour pouvoir apprécier, dans le cadre de la planification, les impacts de tel ou tel type de projet. C'est un des objectifs de la planification, c'est d'abord d'avoir un diagnostic, une connaissance des activités, pour pouvoir dessiner au mieux, je dirais, cette planification au profit des territoires, car c'est en premier lieu pour les territoires que cette planification est engagée. Merci beaucoup. Merci. Donc, le rôle de stratégie mer et littoral est d'aider et d'accompagner notamment des territoires à mieux intégrer toutes les contraintes, mais en même temps tous les enjeux et bien évidemment toutes les perspectives de développement qui peuvent Tout à fait. surgir. Et faire que les territoires littoraux prennent enfin leur dimension et leur ambition, développent leur ambition maritime. Merci Frédéric. Merci.